الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend vos encouragements en la partageant auprès de toutes vos connaissances et autour de vous, mais surtout en vous y abonnant pour y être informé en toute primeur. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 175e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Magharibiya, comme vous le savez, se consacre à l'actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques lignes et en quelques mots. Comme lors de notre précédente vidéo, le thème de cette séquence relate la suite de ces fameuses archives franco-algériennes, dont le sommaire se compose des 7 points habituels. Et c'est pourquoi nous relaterons ces 7 points à partir des 3 points suivants, des 3 actes, et donc à travers 3 vidéos séquentielles, dont la première a fait le récit de 2 points de premier titre, à savoir le poids de l'héritage colonial et le retournement de tendance en l'entre-deux-guerres. Et donc la vidéo d'aujourd'hui, de maintenant, la présente vidéo, se consacrera cette fois-ci aux 2 points suivants, le 3 et 4. Le troisième, c'est la décolonisation de l'histoire. Et le 4e point, c'est l'après-guerre, cette absence et latence, des oublis et même des trop-pleins d'informations. Par conséquent, troisièmement, le 3e point, quant à la décolonisation de l'histoire en question. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie est marquée par les événements de mai 1945 qui ont touché principalement Stif et l'est du pays. Ce fut pour toute la société un traumatisme collectif immense, se traduisant sur différents plans et se déclinant sur différents registres, en particulier dans la littérature. Pour Kateb Yassine, par exemple, on peut parler de fracture fondatrice et les Algériens ont été sidérés par la puissance de l'aveuglement, par l'incroyable clôture de la société européenne, alors que les événements de mai 1945 avaient été dramatiques, plongeant de nombreuses familles dans le deuil. Le processus insurrectionnel de novembre 1954 contre la France trouve là des ingrédients décisifs avec une société algérienne qui était confrontée à la négation de sa propre histoire, à la négation des caractéristiques essentielles de sa personnalité, construite ou en voie de l'être. On assiste alors à un temps de latence qui est aussi bien un temps de repossession de soi, et ce temps de reconstruction interne se manifeste à l'intérieur des familles, des tribus, des villages, des médinas et soulève les questions suivantes. Comment être algérien? Oui, vous avez bien entendu, comment être algérien, puisque cela n'existait pas et ne s'entendait pas, à part cette Algérie française. Comment être algérien face à un défi absolument insoupçonnable, qui est le défi de l'altérité, de la disparition pure et simple. Par conséquent, comment être soi-même, tout simplement, vis-à-vis de l'autre, et comment se reconstruire une identité nationale qui n'existait pas non plus en cette période.
ce qui va se passer en cette Algérie, en pleine invention, l'autonomisation des populations, dites entre guillemets une nouvelle fois indigènes, et leur désir d'indépendance doit être mis en rapport avec un processus général de la décolonisation. L'Empire britannique subit, lui, de son côté, la décolonisation de l'Inde. La guerre d'Indochine éclate aussi. Bref, le vent de l'histoire qui souffle dans les années 50, de l'Afrique à l'Asie, va inéluctablement conduire aux indépendances politiques. Comment, dès lors, dans l'écriture de récits d'histoire, de continuer de s'accrocher à des rêves ou à des visions rétrospectives de l'histoire sous la forme des occasions perdues, des bifurcations échouées? Ce n'est pas percevoir la formidable accélération de l'histoire qui a marqué les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Les années 50, le centre de gravité de la politique mondiale se déplace dans ce qu'on appellera bientôt le tiers-monde. Et à partir de ce moment-là, tout bascule, y compris l'historiographie. Car l'histoire s'écrit toujours en fonction des impératifs du présent. Et c'est ainsi que le travail de Charles-André Julien prend alors tout son relief. Et bon nombre d'intellectuels français vont se mobiliser pour savoir ce qui se passe en cette Algérie dite française. D'Albert Camus à Jean-Paul Le Sartre, de Raymond Aron, qui écrit la tragédie algérienne en 1957 et préconise l'indépendance, à Pierre Bourdieu et Pierre Nora. La presque totalité de l'intelligentsia française est plongée dans le drame algérien. L'ensemble des processus de mobilisation intellectuelle s'organise alors en France autour de cette nouvelle Algérie. Et là, nous arrivons au quatrième point, qui est cette après-guerre, cette absence et latence, oubli et trop-plein avec l'indépendance de cette Algérie-là, offerte sur un plateau par un certain Charles de Gaulle en France, ce qui sera suivi par une longue période d'abandon et de latence, puisque le travail universitaire en ce domaine restera en friche pendant plusieurs décennies, et la plupart des intellectuels français se désintéressent de ce pays après 1962. L'abandon, quoi. Le dernier grand travail de Pierre Bourdieu sur l'Algérie date justement de 1963. L'Algérie accédant au statut d'acteur de sa propre histoire, curieusement, n'éveille plus l'intérêt de personne. Du coup, on assiste en France à un tarissement de la production du savoir sur l'Algérie et le Maghreb en particulier et en général, tandis que prolifèrent les livres de témoignages et toute une littérature de la souffrance qui vient souffler sur les braises de cette désormais ancienne Algérie française. Mais en cette Algérie, après l'indépendance, le rapport à l'histoire se complexifie, plus compliqué encore, marqué par des événements fondateurs et des fractures essentielles, comme celle du rapport à la guerre. Comment l'inscrire dans une histoire de longue durée, dans l'histoire immédiate, alors que les acteurs du champ politique sont également les acteurs de l'histoire. D'autre part,
concernant l'histoire de la guerre d'indépendance. Les autorités algériennes, après la crise de juillet 1962, ont fait un certain nombre de choix. En particulier celui de la mise en place d'un imaginaire guerrier comme ultime référence, ce qui a permis l'occultation de la dimension politique du combat, des acteurs et des événements. Et ce référent guerrier a dominé le champ intellectuel dans un champ politique, produisant un impossible oubli. L'existence d'une impossible amnésie qui particularise par-dessus tout la société algérienne dans son entièreté, dans ses rapports à cette guerre. Cette occultation qui visait à légitimer les pouvoirs établis en Algérie a désormais historiquement atteint ses paroxysmes dans toutes leurs limites. Et depuis quelque temps déjà, à l'intérieur même des institutions, dans les universités algériennes, les travaux d'historiens, quand ils ne sont pas falsifiés, bien évidemment, ont brisé cet encerclement du champ historique. Aussi du côté français, le grand problème de l'historiographie de l'Algérie et de la guerre repose sur le fait que l'on assiste à la fois à une sorte d'absence lancinante, d'amnésie, de refoulement et à une profusion d'écrits autobiographiques qui ont envahi le champ éditorial pendant des années. En quelque sorte, l'absence d'histoire a été en partie comblée par des gardiens vigilants de la mémoire qui interdisaient évidemment à toutes les autres de prononcer la moindre parole. Alors que de l'autre côté, en Algérie, on a été confronté à une sorte de trop-plein de l'histoire, ou plus exactement à une survalorisation de l'imaginaire. On a rajouté cet imaginaire guerrier qui visait à expliquer le surgissement de cet État-nation, comme si cet État existait et qui n'a jamais vu le jour par la guerre et non plus par la politique. Le résultat, on le voit aujourd'hui en cette Algérie moribonde. En somme, les historiens devaient se débattre entre un oubli impossible et un trop-plein de mémoire. Et leur travail historique a constitué tout aussi bien à compenser cette absence d'histoire du côté français qu'à se défier du trop-plein d'histoire du côté, cette fois-ci, algérien. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin la deuxième partie de cette séquence consacrée à ces archives franco-algériennes. En prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir pour vous relater la suite et non fin de cette longue histoire au travers d'une prochaine fois de votre ce qui fait débat ou ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience, mais surtout pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas en nous aidant mutuellement et d'aider votre chaîne tout en vous y abonnant très nombreux en masse afin d'être informés rapidement. Et surtout en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne Bled Maghribia. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois. Ila liqa fi hissa ukhra, incha'Allah. Ma'a salama.